Dr Arsène Sanon. Je travaille à l'UICN où je coordonne la composante 2 du programme PABIO, qui est un programme financé par l'Union européenne au profit des États membres des commissions CEDEAO et IOMOA plus la Mauritanie. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole au début des travaux de l'atelier de validation des rapports de la mission d'harmonisation des cadres juridiques nationaux de lutte contre la criminalité environnementale en Afrique de l'Ouest et de proposition d'un instrument juridique communautaire pour souhaiter la bienvenue aux participants. La criminalité environnementale a atteint des proportions alarmantes et menace désormais la survie de plusieurs espèces sauvages ainsi que la qualité de l'environnement, aussi bien au niveau national, régional qu'international. Et dans cette perspective, l'UICN PACO, dans le cadre du programme d'appui pour la préservation de la biodiversité et les écosystèmes fragiles, a commandité une mission d'harmonisation des cadres juridiques nationaux et de proposition d'un instrument juridique régional pour le renforcement de la lutte contre la criminalité environnementale en Afrique de l'Ouest. Le présent atelier vise à examiner et recueillir les observations des acteurs de la région sur les rapports et livrables de la mission d'harmonisation des cadres juridiques nationaux et sur la proposition d'un instrument juridique régional visant le renforcement de la lutte contre la criminalité environnementale dans notre région. La thématique qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans un processus que nous avons démarré depuis l'avènement de ce programme PABIO. Et ça a coïncidé, comme ça a été rappelé tantôt, au processus d'adoption de la stratégie en lien avec la lutte contre la criminalité environnementale que la CEDEAO a initié avec l'appui de WABIC en son temps est devenu WABILET actuellement. Sachant que les produits vont être portés à la connaissance des autorités politiques de la région pour qu'in fine on ait un texte communautaire en lien avec la lutte contre la criminalité environnementale qui viendra s'ajouter à l'arsenal juridique que nous connaissons. Le Bénin, comme plusieurs pays d'Afrique, est confronté à plusieurs formes de criminalité environnementale. Il est de nos jours clair que les efforts individuels de nos États ne peuvent efficacement lutter contre ce phénomène sans une synergie d'action. Je voudrais témoigner ici la gratitude du gouvernement béninois à tous les acteurs engagés dans la lutte contre la criminalité environnementale dans la région ouest africaine, les partenaires techniques et financiers de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, pour l'élaboration d'un texte juridique communautaire en matière de lutte contre la criminalité environnementale pour l'Afrique de l'Ouest. Vous savez avec moi que nous traversons une crise de la biodiversité. Et cette biodiversité est mise à rude épreuve par une diversité de pressions et menaces. Et malheureusement, il y a de plus en plus des groupes organisés qui arrivent à impacter négativement et de manière profonde la sécurité. Et très malheureusement, le corpus juridique ou les arsenaux juridiques dans les États membres des commissions CEDEAO, IOMOA plus la Mauritanie en Afrique de l'Ouest, même si elles tentent ces lois de punir cette crise, les auteurs de cette crise environnementale, mais on se rend compte qu'il y a des disparités d'un pays à l'autre ou que les peines qui sont prévues ne sont pas conséquentes au regard des dégâts qui sont réalisés. Donc, il s'est avéré important que nous fassions un état des lieux et que nous regardons de manière profonde comment un minimum d'harmonisation, pas forcément unification, mais plutôt harmonisation de ces lois puisse être proposée. Il s'agit donc de l'atelier régional de validation des rapports de la mission
d'harmonisation des cadres juridiques nationaux de lutte contre la criminalité. Et en même temps, c'est une mission qui vise à harmoniser ces différents cadres juridiques au niveau des pays, des cadres juridiques en lien avec la lutte contre la criminalité environnementale. Mais également, le but, c'est de, in fine, venir avec une proposition d'instruments juridiques communautaires sur la lutte contre la criminalité environnementale pour la région ouest africaine. Les consultants nous ont proposé plusieurs livrables et ces produits ont été proposés à la révision des experts. Et durant ces 2 jours de réunion, nous avons de fond en comble regardé ces documents, proposé des améliorations afin qu'au sortir, nous puissions avoir des outils pour que cette criminalité environnementale puisse être adressée à la hauteur de la menace. Cette activité, au fait, elle vise l'évaluation, comme j'ai eu à le dire, de la prise en compte des avis et de la biodiversité dans les différentes politiques, aussi bien de l'espace UEMOA que la Mauritanie. Donc, elle aura pour objectif cette activité, elle a pour objectif plutôt d'inventorier et de répertorier les différentes politiques déjà existantes et en vigueur. Et elle devait faire l'analyse et l'évaluation de la prise en compte de la gestion des abris et de la conservation de la biodiversité entre déjà les différentes politiques existantes et dans les politiques et programmes sectoriels. Quand on regarde les 2 instruments, la première différence, c'est que le règlement fixe et les objectifs et les moyens, alors que la directive, c'est les objectifs et laisse libre cours aux États pour envisager les moyens. Et dans notre cas, si on applique ça, on se rend compte qu'on n'ira pas loin. Parce que aujourd'hui, la CEDEAO peut intervenir dans le domaine pénal pour fixer les infractions, un minimum d'infractions pour les États. Mais les moyens, c'est-à-dire la procédure pénale, ça, on ne peut même pas imaginer ça pour la CEDEAO, que la CEDEAO va harmoniser les procédures pénales sans les moyens. Troisième élément qu'on regarde, c'est le degré d'harmonisation des législations environnementales. Est-ce que les législations des pays sont trop divergentes ou bien quand même ça se rapproche un peu? Quand c'est trop divergent, on ne peut pas procéder par le règlement, il faut la directive. Alors que dans notre cas, quand on a fait l'état des lieux, on a trouvé que sur tous les points, c'était divergent. Les comportements préjudiciables, là, ne sont pas classés dans les mêmes catégories. Un même comportement peut relever d'une contravention ici, dans un autre pays, c'est un délit, dans un autre pays, c'est un crime. Quand on regarde les sanctions, il y a des disparités énormes. En plus des rapports que vous avez eus, des 3 livrables, nous avons transmis à l'UICN les 3 annexes. Nous, on a fait élaborer les rapports nationaux pour cerner la réalité de chaque pays. Et les rapports nationaux, là, nous ont servi comme étant des documents de travail. Si on doit faire un rapport par 15 pays, ça, on ne pourra pas s'en sortir. On sera à 1000 pages ou à 1500 pages. On utilise les rapports nationaux là pour tirer des informations, faire un rapport régional. Et c'est ce rapport régional-là que nous, on a fait. Maintenant, celui qui veut les informations par pays, nous avons les fiches des 17 pays. Puis, quand les consulats nationaux ont fait leur travail, eux-mêmes, ils ont fait des rapports nationaux qui nous ont adressés. Ces rapports-là sont disponibles. On peut donner à chaque pays qui va regarder quelle est sa situation exacte. Sinon, si on doit faire un rapport national par pays pour pouvoir faire le rapport régional, on ne va pas s'en sortir. En Afrique de l'Ouest, nous avons au moins les 15 États de la CEDEAO plus la Mauritanie, 16. Donc 16 corpus juridiques amenés en un seul document, c'est pénible. Et ça risque de ne même pas survenir. Donc du coup, une harmonisation, c'est de voir comment nous avons un minimum de consensus, un minimum de compromis sur un document à travers lequel l'ensemble des États, chaque État va se reconnaître, va accepter de s'aligner. Et quand il faut appliquer,
on regardera ce qui est plus contraignant. Le moment fort de cet atelier, il y a eu beaucoup de discussions. Les discussions ont pris beaucoup de formes juridiques parce qu'il s'agit de la proposition d'un document juridique. Vous avez vu, il y a eu des livrables qui abordaient dans un premier temps l'état des lieux des cadres juridiques nationaux et puis d'autres livrables qui présentaient la situation sécuritaire et les questions de la libre circulation des personnes et des biens. Mais il est très capital. Aujourd'hui, peut-être que beaucoup peut-être n'ont pas l'expérience, mais en matière de jurisprudence, en matière d'environnement, il y a quand même quelques questions qui se posent. Souvent, vous envoyez des infractions qui valent la peine d'être sévèrement punies, mais vous vous rendez compte qu'au niveau du tribunal, on les banalise entre guillemets. Et quand vous avez peut-être le courage d'aller interroger le juge, mais il vous dira, mais écoutez, cette infraction-là n'a rien d'extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a une question fondamentale donc, au niveau des acteurs même de la justice en matière d'environnement. Il faut les former. Il faut les former. Et mieux, il faut les former, mais il faut les mettre dans des institutions qui leur permettent d'exercer ce qu'ils ont appris. C'est quoi? C'est les tribunaux spécifiques. Nous sommes tous engagés dans la formation des procureurs et des magistrats. Et ça va dans le sens, mais il faut qu'on se pose cette question, qu'est-ce qu'on fait d'eux après? Est-ce qu'on y a réfléchi? Jusque-là, on pensait dans le sens de saturer le secteur avec des gens qui sont formés aux questions environnementales. Mais peut-être qu'il faut mieux canaliser ces personnes ressources une fois qu'ils sont formés. Donc moi, j'apprends de ce que vous avez dit. C'est pas dans leur système, il n'y a pas de questions liées à l'environnement. Donc pour eux, c'est maintenant qu'ils découvrent ça au fur et à mesure. Récemment, avec les formations que vous avez faites et autres aussi, avec certains appuis, on forme les procureurs. Les procureurs même ne sont pas au courant. C'est la première fois qu'ils prennent connaissance de ça. Donc vraiment pour dire qu'il y a vraiment un besoin qu'il y a sur ce côté-là, il faut prendre l'aspect, il faut prendre la chose sur tout le processus. The magistrates, the judges are not well capacitated to interpret the wildlife crimes or neither to levy punishment based on the level of crime committed. So also there is a challenge with instruments. In 2019, we approached USAID to support us with some instruments so that we can determine species. Many a time, on 2 occasions, we have stopped Kenya Airways from flying, Madam Yatta and myself, because we conducted some training for stakeholders and we invited the airport authority. They were in that workshop. So they became known about it. So when they saw the shark floaters and the fins, they had to ground the flight and call us. So we had to go there and tell them, no, don't let them go. So they were there for 2 weeks. So we needed those instruments. Ces renforcements de capacité des magistrats, des acteurs de lutte contre la criminalité au niveau de la région, il y a une forte dynamique dans ce domaine. Mais comme ils l'ont dit, c'est des efforts à continuer pour qu'au bout du rouleau, on se rende compte que les acteurs de la justice maîtrisent suffisamment les outils. We actually want to get important information relating to these areas, especially management of the forest, wildlife crime. We should contact the requisite institution, because if you don't do this, you may not get the information, or if you get connected to the wrong area, the people won't have interest in that. Tout en m'alliant avec ce que mes prédécesseurs ont dit, il fallait que cette étude-là soit faite au cas par cas, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été données de façon généralisée. Et il y a certains pays peut-être qui sont avancés. Voilà, par exemple, lorsqu'il disait le consultant parlait des OPJ. Voilà, en Côte d'Ivoire, le dernier code forestier de 2019 a érigé les officiers des eaux et forêts en OPJ. Donc, ils sont maintenant capables de faire les PV et de mener des enquêtes. Donc, c'est une information à rectifier. Donc, c'est important de faire ce genre d'études au cas par cas. Comme ça, chaque pays peut regarder ce qui le concerne et essayer de faire des amendements. Par rapport à la criminalité environnementale, je pense que c'est un point vraiment actuellement très saillant, donc qui marque le continent africain. Mais quoi qu'on puisse dire, nous remarquons
Donc il y a une complicité des agences chargées de l'application de la loi. Il n'y a pas la connaissance de cause. Pour être au cœur de deux événements donc liés à cette criminalité environnementale. Souvent nos pays, les agences chargées de l'application sont en complicité avec les trafiquants, il faut oser le dire. Je voulais connaître la cause, pourquoi la Guinée n'a pas fait partie des pays qui ont été consultés par rapport à cette activité. Nous venons d'adopter la loi sur la protection des espèces sauvages. À l'Assemblée, en nous collant un peu au terme crime, nous avions proposé des sanctions en lien avec ce qu'on appelle crime dans le code pénal. Mais là-bas, ça a été vraiment cassé. C'est difficile pour les représentants du peuple d'accepter certains niveaux de sanctions pour des crimes liés à l'environnement. Au regard donc des propositions qui ont été faites par le consultant, les experts, juristes et les représentants, en tout cas des acteurs chargés de l'application de la mise en œuvre de la Convention sur la CITES, donc nous avons pu parcourir l'ensemble donc de ces dispositions pour voir, pour catégoriser donc les types d'actes, donc que ce soit des atteintes sur les aires protégées, sur les espèces menacées d'extinction. Voilà. Ce qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est que cette directive prend en compte un ensemble donc, de panoplies d'actions, de panoplies d'actes. Donc, ce n'est pas seulement limité sur l'aspect en termes donc, d'atteinte à la faune ou à la flore, mais ça a pris donc, dans son ensemble donc, l'ensemble des actes que en tout cas les groupes criminels ou en tout cas les organisations peuvent mener et qui peuvent porter atteinte à l'environnement dans son ensemble. Après que nous avons pu passer cette étape de validation technique, il s'agira maintenant que les institutions d'intégration régionale, l'UEMOA, puissent travailler avec la CEDEAO pour que cela soit porté politiquement et traversé et mis en forme, les formes politiques nécessaires pour que cela puisse être adopté au niveau de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Parmi les livrables, il y en a un qui a trait à un projet de texte communautaire, pour être plus précis, une directive communautaire donc, sur la lutte contre la criminalité environnementale, sachant que cette directive doit être adoptée par les hautes instances politiques des commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO. C'est à partir de ce moment, nous allons prendre le relais pour que le processus puisse être poursuivi selon nos procédures internes, puisque c'est un texte régional qui concerne les 6 États d'Afrique de l'Ouest, donc c'est-à-dire les 15 États membres de la CEDEAO et la Mauritanie. Et nous, commission UEMOA, en notre qualité de chef de file du sous-secteur ressources naturelles au titre de la CEDEAO et des États bénéficiaires de programmes, nous allons prendre le relais pour poursuivre donc, le processus jusqu'à l'adoption du texte communautaire donc, par la CEDEAO. Et à partir de ce moment maintenant, l'autre étape qu'il faudrait également prendre en compte, c'est comment intégrer la Mauritanie. Encourager les États à la création des juridictions ou des chambres spécialisées en matière d'environnement pour permettre aux acteurs de la justice de mieux pratiquer le droit de l'environnement. Aux États, accélérer le processus d'adoption de la stratégie de lutte contre la criminalité environnementale, CEDEAO. Veiller à l'harmonisation et à la synergie entre les systèmes d'information sur la criminalité environnementale, UICN, Wabiled et autres acteurs. Prendre en compte le rôle du genre, de la jeunesse dans les politiques de gestion de la biodiversité et protégée, particulièrement la lutte contre la criminalité environnementale. États et partenaires. Intégrer les observations relatives aux points de discussion et partager les versions finales des rapports. Consultants. Encourager les États et les partenaires à continuer les efforts de renforcement de capacité des agents d'application des lois en matière de lutte contre la criminalité environnementale. Nous avons ensemble ici suivi avec un grand intérêt les différentes présentations. Les échanges ont été très fructueux. C'est le signe pour moi que vous accordez un très grand intérêt à la lutte contre la criminalité environnementale dans nos États. Les livrables ont été passés au peigne fin.
avec des amendements dignes de votre qualité pointue dans les secteurs du droit, de la faune sauvage, bref, de l'environnement. Les recommandations et la feuille de route montrent qu'aucun État ici présent ne veut s'arrêter en si bon chemin. Les directives amendées deviennent pour moi une boussole, un guide harmonisé pour la gestion de la criminalité environnementale dans nos États. J'ai donc l'espoir que l'adoption de ce document stratégique ne va plus tarder. C'est sur cet espoir que je déclare clos les travaux du présent atelier et je vous souhaite un bon retour à chacun chez vous. Cet atelier était très important pour moi parce que, comme vous le savez, on a l'habitude de dire que nous vivons dans un village planétaire. Et la CEDEAO, le MOA, constitue des mécanismes qui mettent ensemble un certain nombre de pays. Et il est important que tous ces pays-là aient des cadres juridiques harmonisés pour adresser une question essentielle de nos jours, qui est la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Voilà, donc de cet atelier, nous avons pu voir qu'il y a un projet de directive donc, qui a été élaboré pour essayer d'orienter les États donc, dans la gestion de cette criminalité liée aux espèces sauvages. Mais un élément très important aussi que j'ai retenu, c'est la prise en compte des questions de sécurité et d'insécurité comme facteur aggravant donc, de la criminalité liée aux espèces sauvages dans nos aires protégées. Donc vraiment, c'est un atelier très enrichissant pour moi, surtout que cette question de criminalité m'intéresse à plus d'un titre. Notre souhait, vraiment, c'est qu'au niveau des différents États, que la conscience, vraiment, soit de plus en plus de mise. Et à partir de cet atelier, il y a eu des recommandations qui vont en ce sens. Donc, c'est vraiment de commencer déjà au niveau de nos différents pays à pouvoir prendre des mesures, pour sanctionner sévèrement donc, ces actes donc, qui doivent être considérés comme vraiment des crimes. Et surtout au niveau de la justice également, parce que la directive prévoit déjà que les États puissent vraiment, en tout cas, mettre en place des juridictions spécialisées, ne serait-ce que les chambres spécialisées pour s'occuper de ces affaires. Personnellement, je suis très satisfait de la tenue de cet atelier, des résultats qui ont été atteints. Oui, des documents, l'œuvre humaine n'étant jamais parfaite, et surtout quand vous le proposez à une diversité d'acteurs avec des attentes et des sollicitations diverses, forcément, il va falloir prendre en compte les différents commentaires qui ont été faits, mais dès l'instant que ces commentaires vont être pris en compte, je reste très confiant que nous aurons des documents de très haute facture et qui vont servir d'outils conséquents à la région pour donner une nouvelle face à la conservation de la biodiversité dans nos États. Le message que je voudrais lancer, donc, c'est en tout cas d'appeler encore une fois de plus à une participation déjà active, mais beaucoup plus inclusive des différents acteurs, notamment ceux des pays en charge, parce que la mise en œuvre, in fine, relèvera des États. Enfin, l'Afrique de l'Ouest, pour la toute première fois, est en train de disposer d'un instrument juridique de lutte contre la criminalité environnementale. Ça, c'est la première fois. Il y a eu des accords au niveau transfrontalier. Je voudrais parler de l'accord de gestion concertée du complexe WAP. Il y a eu d'autres accords au niveau d'autres espaces transfrontaliers, mais il n'y a jamais eu un document juridique, à caractère juridique, à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest qui parle de la conservation. Et ça, c'est la toute première fois, et c'est pour cela que vraiment, nous sommes plus que satisfaits, mais ce n'est pas encore, le processus n'est pas encore terminé, ça va prendre... la CEDEAO va prendre le reste donc, du processus, mais techniquement, nous avons vraiment atteint les résultats et nous allons continuer par travailler, par faire tout ce qu'il faut faire pour que véritablement nous puissions obtenir ces directives adoptées. Je dirais
Merci aux administrations béninoises pour avoir facilité la tenue de cette rencontre. À l'ensemble des participants, merci pour les efforts qui ont été consentis, merci pour leur contribution, merci pour l'accompagnement et aux bailleurs, merci pour ce qu'ils ont fait, merci pour ce qu'ils continuent de faire. Et nous leur disons, il faut qu'ils soient là et nous espérons qu'ils vont être là. Et ceux qui sont sur le terrain, maintenez le cap. Il y a encore du travail. Il nous faut continuer à travailler pour autant le bien-être de la biodiversité, mais surtout pour le bien-être des communautés qui vivent en périphérie de ces domaines, de ces aires de conservation.